Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Et nous sommes ce matin avec Philippe Googler. Googler, on dit, hein? Oui, Googler. Googler. Oui, en tout cas, j'ai adoré votre livre. Vous êtes journaliste et animateur globe-trotteur. Des trains pas comme les autres, mes plus beaux voyages aux éditions Albin Michel. Puis il y a une nouvelle saison aussi, des trains pas comme les autres à partir du 18 juillet sur France 5, c'est ça? Absolument. Et il y aura des nouveaux trains à découvrir. C'est la 9e saison avec des trains. Ouais. C'est une jolie série, c'est un beau projet. Non, mais ça, c'est vrai, c'est canon, je trouve. Ouais. Mais j'ai l'impression que le train, finalement, les Français adorent le train. J'ai l'impression que c'est quand même le train, c'est un lien social. Et dans le monde, c'est la même chose finalement. C'est pas les mêmes genres de trains. Hein. Alors, c'est des trains très différents. Ouais. Sur le train que vous prenez dans un pays, il vous raconte l'âme du pays. L'histoire. Si vous êtes au Japon, vous prenez un Shinkansen. Quelle est la durée moyenne du retard d'un train Shinkansen, c'est-à-dire les trains rapides au Japon, d'après vous? 2 secondes. Ah, pas mal. Souvent, on me dit mais 10 minutes ou 2 minutes. Mais j'y suis allé. C'est 6 secondes. Ouais, 6 secondes de retard moyen. Ouais. C'est-à-dire qu'au Japon, si le train a 12 secondes de retard, le type, il est convoqué. Ce qui est assez formidable, je comprends pas pourquoi on l'ait pas adopté en France, c'est que vous allez dans ces trains, ces TGV qui s'appellent le Shinkansen, voilà, c'est ça. Ils arrivent en gare, par exemple à Tokyo, et ils vont à Kyoto. Boum, dès qu'ils arrivent en gare, on retourne les sièges, oui. Dans le sens de la marche. Oui, absolument. Ce qui ne se fait pas en France, effectivement. Et boum, vous appuyez sur une petite trappe, un petit bouton, et il se retourne, quoi. Et ça, vous mettez dans le sens de la marche, ou vous discutez avec votre voisin d'en face. Vous faites comme vous, c'est super, ça, ouais. Mais c'est vrai que le train est propice à la spontanéité. Finalement, on a toujours tendance à vouloir parler avec son voisin. Oh, bah ça, c'est vous, ça. Mais il y a plein de rencontres dans le train, Patrick. Ça dépend qui, ça dépend où. Mais en tout cas, au bout du monde, c'est vrai qu'il y a des trains qui mettent vous savez, il y a des pays où les trains mettent 10 heures, 15 heures, 20 heures. On prend pas le train là-bas pour aller vite, mais on prend le train pour se déplacer. Et si vous vous apprêtez à passer 15 heures en face de quelqu'un, la meilleure solution pour passer un bon moment, c'est de sympathiser avec lui. Et donc, il y a une curiosité, une envie de dialoguer comme ça qui s'installe. Et quand vous traversez, je sais pas, un pays qui me vient, la Tanzanie, en Afrique, vous allez mettre 2 jours. Forcément, il se passe des tas de choses, parce que vous n'allez pas rester sans rien dire à côté de votre voisin. Non, tu pourrais te laver les dents, parce que ça fait 2 jours que tu te les ai pas lavées. Est-ce que c'est finalement, ce qui n'est pas le cas en France, mais est-ce que c'est, si un petit peu, un lien social entre les villages, entre les villes? Oui, et il y a des endroits incroyables où le train est le seul lien. Moyen de transport. Oui. Il y a par exemple en Bolivie un petit train qui dessert une zone de montagne où il n'y a que la voie ferrée et pas la route. Et là-bas, pour maintenir le train, leur seule solution, ça a été de prendre un minibus, un vieux bus Mercedes des années 80. Ils ont enlevé les roues, ils ont mis des roues de train. Que vous avez conduit d'ailleurs. Que j'ai conduit, ils me l'ont fait conduire. Et au début, j'ai pris ça pour une vieille guimbarde. Je dis, bon, ça va pas aller. Mais en fait, ce train-là, c'est le lien essentiel de vie. Les gens qui veulent prendre ce train, ils descendent de la montagne, ils marchent pendant 2 heures avec leurs valises et leurs enfants. Ils vont se mettre au bord de la voie. Le minibus, qui est tout petit, passe. Si jamais il est plein, ils s'arrêtent pas. Ils repartent à leur maison parce que le suivant, c'est 2 jours après. Et c'est le seul moyen d'aller voir le médecin, la famille, d'aller à la ville. Et donc, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux à ce petit engin. Une fois que je l'ai conduit et que j'ai un peu roulé dedans avec tous ces gens, j'ai compris combien, finalement, il était important et précieux. Et puis, il y a aussi des trains. Faut avoir le cœur accroché quand même, parce que le train qui passe au-dessus des chutes d'Iguassou, là, je peux vous assurer que, waouh, c'est tendu quand même. Alors, c'est pas tout à fait Iguassou, c'est les chutes c'est les chutes Victoria. Ah, c'est les Victoria. Entre le Zimbabwe et la Zambie, c'est un train incroyable, c'est un petit train de luxe, pas trop cher, non, on peut se le payer. Mais il n'y a pas entre le Brésil et l'Argentine, justement, ce train, non, sur les chutes au-dessus des chutes d'Iguassou, non? Écoutez, vous me jetez un vrai doute, mais je ne crois pas. Non, on vérifiera. Vous l'avez fait? Non, mais ça je crois avoir vu une émission dessus. On checkera. Peut-être, je le connais pas en tout cas, s'il existe. Je vais vérifier. En tout cas, il en existe un fantastique, un autre. Excusez-moi. Non, mais un autre au-dessus des chutes Victoria qui sont fabuleux, c'est 100 mètres de haut. Et le train recule. Il y a une sorte de terrasse panoramique à l'arrière du train. Un petit, on vous sert une petite coupe de champagne. Il recule, il s'arrête au milieu du pont et vous descendez avec votre petite coupe et vous regardez le spectacle. Et vous savez, il est bien sécurisé quand même, ce train? Oui. Parce que non, mais il y a toujours cette crainte quand on voit certains trains à l'étranger bondés, puis pas toujours
bon état de marche. Alors écoutez, le train dont je vous parle, c'est un petit train de luxe, très tranquille, il n'y a aucun problème. En plus, il s'arrête juste où il y a les douaniers. Donc ils sont là, les douaniers, au milieu du pont, avec 2 petites cahutes suspendues au-dessus du pont qui arrêtent le train à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. C'est vrai qu'il y a des trains un peu plus hard, mais renseignez-vous avant de monter. Sachez à quelle heure. Vous avez des trains qu'il vaut mieux prendre 2 jours, d'autres qu'il vaut mieux prendre 2 nuits. On se renseigne un petit peu. Mais globalement, vous n'avez jamais eu peur, vous? Non, ça fait des années que je prends le train en ayant un peu de jugeote, en n'allant pas se fourrer dans des trucs compliqués qu'on peut deviner parce que les gens parlent. Ça, franchement, ça va. Il n'y a pas beaucoup de trains écolos à l'étranger. Le train est lui-même écolo. Oui, mais on voit beaucoup cette espèce de fumée, vous savez, voilà, c'est pas très écolo comme. Vous voulez dire les locaux diesel? Oui, voilà, c'est ça. Vous savez, il y a des tas de pays où les trains sont un peu à l'abandon, et c'est dommage. Mais c'est ce qui fait son charme aussi, d'un autre côté, malheureusement. Oui, c'est ce qui fait son charme. Mais après, vous savez, il y a beaucoup de pays où le train renaît, où il y a une prise de conscience autour du rail, comme par exemple au Cambodge, jusqu'en 2016, pardon. Il n'y avait plus de train au Cambodge et ça y est, ça redémarre. Ils ont repris les vieilles voies construites par les Français à l'époque de la colonisation. Ils ont retapé, ils ont remis des véhicules dessus aux mêmes dimensions que les voies coloniales de l'époque d'ailleurs, c'est marrant. Et c'est reparti. Est-ce que il y a une ligne, de train c'est quoi la ligne de train la plus longue du monde, où vous faites le plus grand trajet? Est-ce que par exemple en Afrique du Sud, je sais qu'il y en a un qui part du Cap et qui remonte, mais ça a l'air interminable. Alors il y a des lignes incroyables. Il y a effectivement ce train qui part de l'Afrique du Sud. Alors il y a très longtemps, on pouvait monter jusqu'au Caire. C'était énorme. C'était énorme. Aujourd'hui, la ligne ne fait plus toute la jonction, mais on peut encore faire des parcours incroyables du sud vers le nord, comme ça. Vous avez les fameux transsibériens. Il faut 9 jours pour faire Moscou-Vladivostok. Je vous le conseille pas. Ah bon? Pourquoi? Mais de faire les 9 jours. Les 9 jours, c'est un peu long. Mais de le prendre quand même. De le prendre, oui. Mais 9 jours, c'est un peu long. Parce que la Sibérie, vous savez, c'est très, très, très monotone. Et c'est du boulot. En matière de paysage, vous voulez dire? Oui. Alors moi, je l'ai pris quelques heures. Pendant l'espace de quelques heures. C'est vrai que ça m'a suffi. Je me suis dit, le prendre pendant plusieurs jours. Et je sais pas lequel vous avez pris, parce qu'il y a différents types de trains sur le train sibérien. Il était assez classique. Un classique. En fait. C'était un classique. C'était du côté de Krasnoyarsk, vous voyez, en cœur de la Sibérie. Donc le train des Russes. Vous avez pris le train des Russes. Complètement. Le train des Russes, effectivement, c'est un peu une sorte de train corail plus, avec. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Non, avec il y a déjà quelques années. Mais une babouchka à l'arrière qui vous prépare le thé, ça c'est sympa. C'est génial. Mais 9 jours là-dedans. Ouais, c'est un peu long. C'est un peu long. C'est vraiment que vous savez pas quoi faire de vos journées. Et puis il y a aussi ce train magnifique. Il y a pas forcément de douche. C'est pas possible pour moi. Pour Cécile. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a ce train si magnifique que vous évoquez dans le livre, c'est le Rovos là, qui est tellement luxueux, tellement chic, et ça c'est un truc pour les amoureux. C'est lequel, ça? J'ai pas compris. Le Rovos. C'est un train mythique qui est en Afrique du Sud. Oui. Et c'est un des trains les plus luxueux du monde. C'est-à-dire que très très beau. Chaque objet, chaque fauteuil, chaque verre dans lequel vous allez boire a été choisi avec amour et luxueux. Et là vraiment c'est une petite merveille. Je dirais que même à l'arrêt il faut le prendre. Et puis il fait partie de ces trains qui font des parcours incroyables en Afrique et qui vraiment font rêver. Et puis il y a ce train aussi que j'adore, celui qui est justement au-dessus des je pensais que c'était celui-ci là. Enfin je le montrerai à la caméra, au-dessus des chutes d'Iguassou, mais c'est pas ça. Je voulais revenir sur toutes ces anecdotes autour, parce qu'il y a les trains, mais il y a aussi les gens que vous rencontrez, les locaux avec qui vous partagez des moments. Et il y a je ne sais plus comment on les appelle, les gauchos, les gauchos. Les gauchos, les gauchos avec son cheval en Argentine, qui fait faire ce qu'il veut à son cheval. Mais c'est particulier, mais c'est extraordinaire. Mais pas dans le train. Mais non, justement, je dis, il y a les locaux aussi qu'il rencontre aux alentours de ces trains. Il y a ce cheval qu'il arrive à mettre sur le dos, à embrasser. C'est exceptionnel. C'est des moments fabuleux que vous partagez avec ces gens. Oui, parce que cette émission, Les trains pas comme les autres, ainsi que le livre, c'est aussi l'occasion évidemment de visiter le pays. C'est pas une émission voltmètre et caténaire du début à la fin. Ce serait lassant. Donc on fait des rencontres, et là ce gaucho il est fabuleux, parce qu'il m'a expliqué que on obtenait beaucoup plus de choses avec de la douceur d'un cheval qu'avec de la fermeté. Et donc avec une extrême douceur, effectivement, il
le cheval est sur le dos et lui s'allonge sur le ventre du cheval, il lui fait des bisous. Il m'a fait faire aussi un peu la même chose, j'étais terrorisé. Et effectivement, il y a une relation avec le cheval en Argentine qui est vraiment incroyable. Alors, ils sont pas tous très doux avec leurs chevaux, pas tous, non. Mais il y a comme ça des gens vraiment fabuleux. C'est quoi pour vous? Vous avez visité quoi, une 50aine de pays aujourd'hui? Oui, même plus maintenant. Même plus 60, maintenant. 65, il y a forcément, mais ça on doit vous poser souvent la question, mais certainement un souvenir plus marquant que les autres ou plus émouvant que les autres. Oui, il y a deux choses. Il y a les paysages. Vous prenez tout d'un coup quelque chose qui vous marque à vie. Moi, j'ai des souvenirs. Alors, c'est pas avec les trains, c'était l'autre émission que j'ai le plaisir de présenter qui s'appelle Faut pas rêver. Et donc, ça c'était au Groenland. Et donc, quand vous êtes en bateau au milieu d'icebergs qui font 300 mètres de haut et que tout à coup il y a un morceau de glace qui se détache, que ça crée une grande vague et que vous êtes sur ce bateau au milieu de ces montagnes qui sont autour de vous et qui bougent, ça c'est des sensations qui vous marquent à vie. Et puis ce qui marque le plus pour moi, c'est quand même les rencontres et c'est l'humain, c'est l'humain et les petites. Je vous parlais tout à l'heure de ce train qui desservait des villages comme ça en Bolivie. Les gens que vous rencontrez dans ce train, ils vous en parlent avec tellement presque des larmes aux yeux de leur train que ça aussi ça vous marque. Donc c'est ces petits moments-là qui façonnent petit à petit votre mémoire de voyageur et ça reste gravé. Et ça a changé quelque chose chez vous? Ça vous a changé? Vous avez l'impression d'avoir Oui, on change progressivement, puis on se rend compte que finalement, là, il n'y a pas de vérité dans le mode de vie. Il y a des bulles différentes autour de la planète. Chacun vit à sa façon. Et puis, quand je rentre à Paris, des fois, je me dis, tiens, c'est la bulle des Parisiens. Ils sont marrants. Ils prennent des cafés sur des terrasses. Ils sont un peu nerveux, des fois. Et je les vois de l'extérieur. Et finalement, c'est cette façon que le monde est assez petit, que vous pouvez bondir d'une bulle à l'autre, et que de façon assez étonnante, on est tous très adaptables, et qu'on peut beaucoup plus facilement changer de bulle qu'on ne pense. On est attaché à notre bulle, mais quand on va dans une autre, on se rend compte qu'en quelques jours, on prend les réflexes, les habitudes, et puis on se fait son trou. Oui. Et ça, c'est très rassurant quelque part. Et quand vous savez qu'en France, certaines gares vont être fermées, justement pour des problèmes financiers, parce que ça coûte de l'argent, c'est important pour vous de préserver ce lien social justement entre les villes. Moi, je suis un amoureux fou des trains, donc je ne vais pas vous dire que je suis pour la fermeture des gares à des petites lignes. Pour moi, c'est essentiel. Et je vous dis, aujourd'hui, il y a un renouveau dans le monde du train. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit à l'envers. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Le train va partir. Il est temps d'y aller. J'ai feuilleté votre livre, Philippe Googler, pendant ces 2 minutes. Là, j'ai voyagé dans le monde entier. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai, il y a des images les photos sont belles. Exceptionnelles. Les gens sont beaux. C'est sans doute le meilleur moyen de visiter en fait un pays à travers ces trains, plutôt que la voiture en fait sur les routes, parce qu'on passe dans des endroits complètement exceptionnels. Mais c'est vivre au rythme des territoires en fait. Tout à fait. Rythme humain, sur le plancher des vaches. C'est ça. En tout cas, achetez ce livre, il est magnifique. Ça s'appelle Des trains pas comme les autres, mes plus beaux voyages chez Albin Michel. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, on peut vous retrouver dans cette nouvelle saison des trains pas comme les autres à partir du 18 juillet sur France 5. Merci mille fois d'avoir été avec nous pour ce moment un peu de dépaysement, j'ai envie de dire. Et Patrick. Plus que de dépaysement, de rêve. Chouchou, le train va partir, Patrick. Oui, allez, écoutez, sur les routes de l'été dans un instant avec Vincent Ferniaud, jusqu'à midi avant d'aller du côté d'Avignon avec Arthur Jugnot et Mister Meillan. Restez avec nous et puis passez une belle journée. C'était le Grand Matin Sud Radio, 9h58.